Jacquemart, merci de nous recevoir dans votre belle mairie de Maisons-Laffitte, dans les Yvelines, pas loin de Paris. Merci d'avoir accepté de répondre à Opinion Internationale. On va parler élection présidentielle, mais vu de l'angle des maires dont vous êtes. Alors, Jacquemart, je suis obligé de vous poser une première question. Vous êtes maire depuis 1989, vous en êtes à votre 6e mandat. Donc vous avez connu François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron comme président de la République. Est-ce qu'une élection présidentielle, ça change la vie d'un maire? Il est évident que les maires sont, je dirais, une autorité de proximité, mais qu'ils servent leur mission, leur mandat dans le cadre des lois de la République. Le maire, d'ailleurs, a une double casquette, il faut le savoir. Il est d'abord autorité municipale en exécutant le budget communal voté par le Conseil, mais il est aussi le représentant de l'État dans l'organisation, par exemple, des élections. Et donc, il va de soi qu'aujourd'hui, ce qui se passe au niveau de l'État est capital pour la gestion communale. Et à ce titre, on a vu une dérive forte ces dernières années, sur laquelle je vais revenir. Le maire est effectivement une autorité de proximité. On s'adresse à lui d'abord. Il est, ce que je dis avec un grand A, le premier guichet de l'administration. C'est vers lui qu'on se tourne parce que cette autorité de proximité, elle est, je dirais, à portée d'engueulade. J'ai d'ailleurs une petite histoire que je raconte toujours pour vous montrer quelle est bien évidemment l'autorité du maire en tant qu'autorité de proximité. C'est quelqu'un qui va rencontrer son maire dans la rue et qui va commencer par l'engueuler en lui disant « Monsieur le maire, il y a ci qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, etc. » Rentrer chez lui, il va dire à sa femme « J'ai vu le maire, ah, qu'est-ce que je lui ai mis ?» Et à ce moment-là, sa femme lui dit « C'est très bien mon ami, mais fais la vaisselle. » Ça prouve quoi? Elle est inventée. Mais ça prouve qu'on veut toucher son maire. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé une fois, lorsque j'étais jeune maire, je vois 2 femmes qui discutent dans la rue, non loin de la mairie, et j'en connaissais une, je la salue, et à ce moment-là, cette femme que je connaissais dit à l'autre « Connaissez-vous notre nouveau maire ?» Et à ce moment-là, cette autre femme me prend la main, la serre fortement, et je me suis dit, in petto, toucher, ça guérit les écrouelles. Voilà. Et donc, c'est cette proximité charnelle. Et est-ce que cette proximité charnelle n'est pas d'autant plus importante que nous sommes dans un État très, très jacobin? C'est-à-dire qu'on est en plus sous la Ve République, avec des présidents qui souvent ont été, pour ne pas dire jupitériens, mais est-ce qu'il n'y a pas finalement, l'État français, c'est pas 2 paradoxes? Un maire de proximité très fort, dont effectivement on a la possibilité, pas que de lui donner des baffes, aussi de le connaître et d'avoir des relations fortes avec lui, et un président de la République beaucoup plus éloigné et jupitérien. Est-ce que c'est pas finalement ça l'incarnation de l'État français, le maire et le président? Je vais corriger vos propos, parce que ça c'est une dérive des dernières années. Ça n'a pas commencé qu'avec ce gouvernement. Et en réalité, il y avait une très forte, je dirais, possibilité pour le maire, non pas d'être autonome. J'y viendrai tout à l'heure après sur le fameux article 72 de la Constitution. Mais en réalité, voilà ce qui s'est passé. Et voilà ce qui se passe. C'est que on a constaté dans un certain nombre de domaines, je vais vous donner l'exemple de l'urbanisme. Defer a fait la décentralisation de l'urbanisme. Et on a vu l'État profond reprendre le pouvoir derrière en démultipliant les avis. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'État a démultiplié les rapports que le maire doit faire. C'est assez étonnant. Alors vous avez le rapport égalité homme-femme. Vous avez les lignes directrices de gestion pour le personnel. Vous avez l'état des indemnités des élus,
mettez-vous tout nu, on va regarder qu'est-ce que vous touchez. C'est un voyeurisme total. Vous avez ensuite le rapport social unique, où vous devez définir quels sont les effectifs, le parcours professionnel de vos agents, etc., le recrutement. Vous avez ensuite des études de sécurité chaque fois que vous faites une grosse opération. Vous avez le fameux analyse des besoins sociaux que nous sommes en train de faire et de terminer. Vous avez des schémas directeurs, etc. Tout un tas de rapports qui n'existaient pas avant. Alors vous allez me dire, mais ils sont intéressants ces rapports. Égalité homme-femme, c'est pas quelque chose qu'il faut balayer d'un revers de main. Simplement, ça charge la barque. Bien sûr. Ça charge la barque. Et vous rendez compte que si vous vous ratez, eh bien... Et surtout que ça ne participe pas de ce que pourtant beaucoup de candidats à l'élection présidentielle proposent, de faire confiance aux élus locaux, de leur donner des latitudes d'action, de leur donner plus de pouvoir. C'est finalement une sorte... Tous ces rapports, c'est une forme de mise sous tutelle ou mise sous contrôle. Mais c'est évident. Qui souligne en fait un manque de confiance. Le dernier en date s'appelle Projet éducatif territorial. Alors ça, nous allons d'ailleurs le passer dans quelques jours au conseil municipal de cette ville. C'est des études... Alors, il n'est pas obligatoire celui-là, mais si vous voulez bénéficier des aides de la CAF, n'est-ce pas, en matière sociale, en matière de petite enfance, vous devez le faire. C'est une série de paramètres que vous devez définir. C'est extrêmement lourd. Donc, c'est extrêmement grave que l'État profond, que le gouvernement, je dirais agissant avec des lobbies. L'égalité homme-femme, on voit bien d'où ça vient. Hein. Moi, j'ai toujours pensé que le talent n'avait pas de sexe. Et peu importe, mais vous devez avoir la parité. Alors, Goguenard, j'avais dit un jour à un Premier ministre, moi, je veux je dirais aussi un quota pour les petits et les teigneux. Alors, il m'avait regardé surpris, mais me connaissant, il n'a pas été étonné. Ce qui est clair, c'est que je crois que aujourd'hui, on rigidifie la société avec tout un tas de normes qui sont, je dirais, à l'opposé. Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'abord aussi, dans la gestion communale, et ça c'est le corrélatif au retrait de l'État, vous avez des transferts de charges. Et paradoxalement, ces charges, eh bien, on les transfère sur les communes, voire les communautés d'agglomération, voire les départements. Alors, vous avez un retrait de l'État dans tous les domaines. J'ai été le dernier maire dans les Yvelines à refuser de prendre les cartes d'identité qui étaient faites dans les commissariats. Alors, on va me dire, mais l'État me disant, mais c'est un lien de proximité avec la population. Dont acte. Simplement, c'est une charge de l'État qu'on nous transfère, et bien évidemment, sans les moyens derrière, ou très peu de moyens, ou des moyens insuffisants. Ensuite, je l'ai dit tout à l'heure, en urbanisme, alors ça a été le summum. Nous avons repris la compétence de l'urbanisme, mais avant, bien évidemment, il y avait les services de l'État. Et dans les sous-préfectures, la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye, notamment, on s'est aperçu que les personnes qui étaient chargées de nous aider à délivrer des permis étaient submergées, c'est-à-dire qu'ils ont réduit les effectifs et qu'on a été obligé de reprendre cette compétence. Vous avez ensuite la police, où là vous avez un recul de la police d'État. Il y avait un commissaire de police dans cette ville, il n'y en a plus, on est rattaché maintenant au commissaire de police qui est un type très bien de Sartrouville, mais là où il y avait 3, 4 commissaires, il n'y en a maintenant plus qu'un. Ouais. Et ça, c'est à mon avis une faute. C'est une faute parce que, je dirais, il faut de l'encadrement dans la police. Et la volonté de l'État de diminuer notamment la formation des commissaires de police, au nom, en faisant monter souvent des officiers du rang qui font bien leur boulot, mais je crois que ça a été une faute de l'appareil de l'État. La construction des logements sociaux, c'était une compétence de l'État. Et maintenant, on vous dit, c'est à vous de le faire. Indépendamment, je dirais, de ce qui est, je dirais, le tissu urbanistique de la ville. Mais quelque part, c'est plutôt une bonne chose. Finalement, tous ces exemples montrent qu'on donne à la limite plus de latitude aux collectivités locales
Mais ce que vous dites, c'est que vous le regrettez ou ce que vous regrettez, c'est le manque de moyens qui accompagne ces latitudes? Parce que finalement, lorsque l'État se défausse de certaines de ses responsabilités sur des collectivités locales, quelque part, ça pourrait être aussi donner plus de pouvoir aux élus locaux. Oui, mais, bien évidemment, mais c'est sous le contrôle de l'État. Toujours sous le contrôle de l'État. Donc c'est les pas CNI, vraiment une autonomie. Par exemple, récemment, le préfet vient de m'écrire en disant « Vous n'en délivrez pas suffisamment les CNI, les cartes nationales d'identité. Très bien. Vous n'en délivrez et vous avez des dates pour prendre des rendez-vous éloignés. » C'est très simple. Le Covid était passé par là. Je n'ai même pas répondu. J'ai dit, tu te fous de moi, préfet. Parce, pour la bonne et simple raison que là où c'est pas une relation de confiance, manifestement. Non, non, non. Les relations... détrompez-vous. Je ne parle pas des personnes, je parle des institutions. Alors, parle pas des personnes. Mais il appelait mon attention, parce qu'on lui avait demandé de souligner ce point, que les prises de rendez-vous étaient trop éloignées, tout simplement, parce que là où j'avais 9 personnes, il m'en restait 2, parce que le Covid était passé par là. Et quand j'en parle avec le préfet, il me dit, ben, moi c'est la même chose. Donc je n'ai pas tenu compte de ce rappel à l'ordre qui n'en est pas vraiment un. Mais il faut bien voir une chose, c'est que derrière, il y a eu des sanctions dans la loi SRU. Hein, puisque si vous étiez carencé, si vous n'aviez pas les 25%, les 20% plus les 25% derrière, on vous fait payer des amendes. Ce qui est complètement imbécile. Ce qui est complètement imbécile. Il faudrait contractualiser, bien évidemment, avec les villes pour dire on regarde ce qu'on peut faire et on tient compte des réalités. D'ailleurs, dans l'arrêté de carence du préfet sur la ville de Maisons-Laffitte, il a souligné que c'était très difficile de construire. La preuve que lui aussi était pris entre deux feux. Mais c'est là où effectivement il y a problème, c'est que dans le même temps, et c'est très patent aujourd'hui, c'est même un scandale fiscal, vous avez un garrot financier. Je dis bien un garrot financier. Hein, et j'utilise ce mot parce qu'on est dans une impasse totale. Et alors, il y a d'abord eu la baisse de la DGF, qui a commencé sous Sarkozy et qui se poursuit. Nous avons perdu pratiquement 5 millions cumulés. Il faut dire un mot, la DGF, ce n'est pas une subvention, dotation globale de fonctionnement. C'est un substitut à un impôt qui a été supprimé, la taxe sur les salaires, au moment de l'introduction de la TVA. Donc, c'était un dû. Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, régulièrement, la DGF baisse. Cette année, elle va encore baisser pour la ville de Maisons-Laffitte de 90 000 €. Et puis alors, summum, c'est la suppression de la taxe d'habitation. Alors ça, c'est une escroquerie intellectuelle. Vous savez que Barouin avait dit au président de la République au Congrès des maires, cette chose frappée au coin des bons sens, vous venez de supprimer un impôt qui n'est pas le vôtre, c'est un impôt local. Et donc, bien évidemment, l'État, dans sa grande magnitude, dit on va vous compenser. Alors on nous a fait reverser la foncière du département et on rajoute quelque chose qui vient du budget de l'État. Mais chat échaudé craint l'eau froide. C'est-à-dire la première année, au moment des élections, bien évidemment, on va vous donner la totalité, ce à quoi vous avez perdu. Et puis au fil des années, bien évidemment, comme ça vient de la loi de finances, aucune garantie que nous allons toucher cette compensation compensatrice. Voilà. Et donc, c'est un problème. Et puis surtout, vous allez avoir, dans quelques années, dès 2023, lorsque toute la TH sera supprimée, les locataires, même riches, parce que vous pouvez avoir des locataires riches qui sont venus pour des raisons X, Y, ne paieront plus un seul impôt à la localité dans laquelle ils vivent. C'est proprement scandaleux. Tout va reposer sur les propriétaires fonciers. Et je peux vous dire que dans cette ville, 40% de gens ne paieront plus d'impôts à la ville de Maisons-Laffitte, alors qu'ils bénéficient des crèches, des écoles, des équipements sportifs. C'est très malsain, en fait. C'est très malsain. Mais c'est extrêmement malsain. Et c'est pour ça que vous avez vu que l'État a supprimé la redevance audiovisuelle. Pourquoi ? Parce qu'elle était assise sur la TH. Et comme la TH ne va plus exister, il la supprime en disant... Et donc c'est une couillonnade de première bourre. Je le dis comme je le pense. Alors, pour aller, non pas à l'essentiel, mais qu'est-ce que vous, en tant que maire de Maisons-Laffitte, vous attendriez de la prochaine ou du prochain président de la République ? Qu'il rétablisse effectivement un impôt local pour tout le monde. D'accord.
Ça ne veut pas dire que tout le monde doit la payer, parce que lorsque vous êtes en dehors d'un seuil, ce qui était déjà le cas auparavant, mais aujourd'hui, le quantitatif pose un problème qualitatif. Il est inadmissible, au nom de l'égalité fiscale devant l'impôt, que des locataires riches qui peuvent avoir 10 000, 20 000 euros de revenus ne payent pas un impôt. Donc il faut rétablir un impôt pour tout le monde dans une localité pour alimenter. Parce qu'ensuite, on va venir nous voir en disant « Ah ben il me faut plus de crèches, il me faut plus de ci. » Ben, j'ai dit « Monsieur, d'accord, mais on n'y arrive plus. C'est plus possible. » Donc le maire doit savoir dire non. Hein, parce que si on me demande de reconstruire, par exemple, à Maison Lafitte, une patinoire, je dirais non, c'est pas possible, parce que ça coûte très cher, etc. Mais aujourd'hui, on est dans une impasse. Vous avez d'ailleurs, dans l'établissement aussi, sur le plan budgétaire, ce qu'on appelle le ROB, le rapport des orientations budgétaires. Et là encore, on vous demande beaucoup, je dirais, de prospective, etc., ce qui n'est pas toujours facile à faire, parce que l'État est le dernier à avoir fait de la bonne prospective. Donc là, une mesure fiscale très forte que vous préconisez. Bien évidemment, un retour à l'égalité fiscale. Exactement. En termes de compétences, est-ce qu'il y a un domaine de compétences qui vous paraît important dans la vie d'une municipalité et l'emprise ou le pouvoir que peut avoir un maire, sur lequel vous souffrez de ne pas avoir de latitude? Alors, bien sûr, il y a les autorités de police, mais il ne faut pas que la police municipale soit supplétive de la police nationale. Donc c'est à l'État de faire son travail de sécurité publique. Jusqu'à nouvel ordre, ce n'est pas moi, je dirais, la police municipale n'a pas les pouvoirs de la police nationale. Il y a eu d'ailleurs un projet qui a finalement été rejeté, où ils voulaient donner des pouvoirs équivalents. Mais ça, je voyais venir qu'en réalité, ils allaient nationaliser de manière indirecte la police municipale pour retirer la police nationale. Donc attention, c'est un piège à con. Hein, voilà. Alors, donc une compétence positive que vous aimeriez avoir? Il faut bien évidemment qu'en matière de SRU, on se mette autour d'une table. On ne peut pas continuer à appliquer, je dirais, il faut tant de logements sociaux, par exemple à Maison Lafitte et dans la région parisienne, alors qu'il existe des centaines de milliers de logements sociaux vacants en province. Et donc là, il y a l'aménagement du territoire à retrouver et que l'on aide les entreprises à s'installer dans un certain nombre de localités où il y a des logements, plutôt que d'attraire tout le monde en région parisienne où on ne va plus pouvoir circuler. J'aimerais prendre, c'est une de mes dernières questions, j'aimerais prendre un exemple très concret. Maison Lafitte, c'est la cité du cheval. Oui. Vous avez un hippodrome, vous avez, je crois, les écuries Napoléon, vous avez, j'imagine, toute une économie locale autour du cheval. Est-ce que le maire de Maison Lafitte considère que par rapport à ce poumon économique, culturel, historique, patrimonial, j'allais dire civilisationnel presque, qu'exerce le cheval à Maison Lafitte, est-ce que le maire de Maison Lafitte a suffisamment de pouvoir, d'autorité? Est-ce qu'il aimerait en avoir plus? Est-ce qu'il est libre de déterminer l'avenir du cheval à Maison Lafitte? Ou est-ce qu'il a toujours, comme vous le dites depuis le début, l'État dans les pattes, l'État qui se défausse? Paradoxalement, ce n'est pas l'État là. Parce que malheureusement, il y a eu la fermeture de l'hippodrome et nous sommes en train de travailler à la reprise des courses pour l'an prochain. Et l'EPFIF, qui est un établissement public foncier des Yvelines et de la région Île-de-France, qui est dans la main de la région, nous aide et va racheter l'hippodrome d'ici quelques semaines. Et donc, de ce côté-là, paradoxalement, les menaces là ne sont pas venues de l'État stricto sensu, même s'il s'en est mêlé sans s'en mêler, tout en se mêlant, même s'il a lancé la fameuse la loterie qui appartient à l'État, à savoir la Française des Jeux, qui est je dirais, une pompe à fric pour l'État, dans la main du budget, etc. Il fut un temps où elle rapportait 300 millions de francs, aujourd'hui elle rapporte 3 milliards. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc le secrétaire d'État au budget ou le ministre de l'économie et des finances, lorsqu'on lui parle de Française des Jeux, il est comme Donald. Sauf que ce sont des euros, ce n'est pas des dollars, ce sont des euros. Ce sont des euros, et donc l'arbitrage par rapport à l'aménagement du territoire que sont les courses, parce que
les courses, c'est un aménagement du territoire, eh bien, il arbitre mal. C'est ce qu'il a fait. Mais alors, aujourd'hui, nous travaillons avec France Gallo. Et nous avons un changement d'attitude de France Gallo qui avait décidé maintenant il y a 4 ans de fermer l'hippodrome et qui maintenant veut le réouvrir. Et ça a été, là, le maire, j'ai été à la manœuvre. J'ai été à la manœuvre parce que nous avons fait des études, nous avons lancé un appel à manifestation d'intérêt pour savoir s'il y a des gens qui seraient intéressés par les tribunes pour créer des activités et équilibrer la reprise des courses. C'est fait. Nous avons créé une société des courses hippiques de Maison Lafitte. C'est fait. Donc ça a été ma responsabilité. Mais il a fallu, bien évidemment, que je mobilise. Il a fallu faire des études pour une décision qui a été prise par France Gallo, et je le dis franchement, dans mon dos, alors même qu'il me disait qu'il n'y avait pas de problème pour l'hippodrome. Donc là, je peux vous dire que la contre-vérité m'est restée au milieu de la gorge. Donc on y arrive. Et là, vous voyez bien que le maire, il est... à la manœuvre, c'est ce que j'ai fait, avec bien sûr un cabinet qui nous aide à, je dirais, monter les dossiers, à analyser les coûts, et qu'il y a un deuxième problème qui va se poser pour les tribunes de Maison Lafitte, c'est qu'elles sont amiantées. Et je peux vous dire que ça, aujourd'hui, elle va être désamiantée, ça va prendre du temps, mais nous sommes sur la bonne voie. Et là, vous voyez bien que, bien évidemment, j'ai utilisé le budget municipal pour faire des études, etc. Et donc ça, c'est une volonté du maire. Et il faut se battre. Et c'est là où vous voyez qu'en réalité, il faut être déterminé. C'est pas parce qu'on vous dit non, c'est pas parce que le préfet va vous dire non pour des raisons X, Y. Je peux vous dire, j'ai passé mon temps dans ma vie politique à dire non à des présidents de la République, à des ministres, et j'ai fait toujours, j'ai agi conformément à mes convictions au plan national, et j'ai toujours défendu la ville de Maison Lafitte. C'est d'ailleurs pourquoi je pense que mes concitoyens m'ont réélu pour la 16e fois. Alors, comme me dit, vous savez, quand on aime, on ne compte pas. Bon, mais cela étant... Ils doivent vous aimer, les habitants de Maison Lafitte. Il y en a certains qui m'aident, et il y en a aussi des morts vaches. Qui m'aiment, qui vous aiment. Voilà. Mais une dernière question. Est-ce qu'il ne faudrait pas une grande loi de décentralisation qui remette à plat un petit peu toute cette répartition des rôles. Nous avons commencé l'interview en parlant de votre premier mandat, c'était sous François Mitterrand. On peut lui faire beaucoup de reproches, il a aussi eu quelques grandes qualités, et notamment celle d'avoir mis en place une grande loi de décentralisation au début de son premier mandat. Est-ce qu'il n'en faudrait pas une deuxième grande phase de décentralisation? Parce qu'il faut à la fois décentraliser, et là, il faut que l'État profond soit à sa place et pas là où il commence à reprendre le pouvoir, en démultipliant les rapports, en démultipliant les avis. Mais il faut dans le même temps rétablir le couple du maire et du préfet. C'est-à-dire qu'il faut que le préfet me dit, moi j'ai plus les moyens de. Et donc il faut qu'il retrouve des moyens pour appuyer les collectivités, pour venir, surtout pour les communes qui sont d'une moindre importance qu'ici. Moi, ici, j'ai des gens compétents. Bon, même si aujourd'hui, en raison d'une multiplicité, parce que les fonctionnaires sont mal payés, ça va étonner. Ils ne sont pas assez payés, je suis d'accord. Bon, il y a certainement un 10 000 feuilles territoriales à modifier, parce qu'on est dans un pays où vous avez les communes, les agglos, les métropoles, les départements, les régions, l'État et Bruxelles. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Donc, c'est là où il faut, le 10 000 feuilles territoriales, on peut le réduire. Et moi, je suis pro-département parce que c'est proche, et retrouver ensuite, au niveau des régions, un établissement public. C'était ce que Pompidou avait fait. Ça fonctionnait bien. Mais aujourd'hui, en voulant démultiplier les élections de partout, en réalité, on appauvrit le système. Parce que c'est pas... On a trop d'élections en France, il y en a 7, et il faudrait en réduire quelques-unes pour éviter justement cette perte d'intérêt politique. Et donc, si vous rétablissez décentralisation pour les maires, pour les agglos, et le préfet, qui a des moyens, qui va vous appuyer et vous donner une certaine compétence qui vous permettra d'avancer, là, on aura gagné. Mais aujourd'hui, on y tourne le dos. Et malheureusement, on a des préfectures qui ont été réduites parce qu'il fallait enlever un peu des fonctionnaires et autres, alors que ce n'est pas là que sont, je dirais, les problèmes. Ils sont dans la démultiplication du 10 000 feuilles territoriales
qui est je dirais, une lourdeur. Moi, je vais vous étonner, je ne suis pas pro-région. Elles sont beaucoup trop grandes, elles sont longues, elles entretiennent des ambassades à Bruxelles, etc., ce qui est un scandale. Hein. Elles agissent dans le dos de l'État, etc. Il n'y a pas de cohérence parfois. Et donc, les départements sont à portée et ils ont prouvé depuis la Révolution qu'ils étaient utiles. Je donne un exemple pour peut-être finir là-dessus. Nous sommes à Maisons-Laffitte. Moi, je suis alsacien et vous savez peut-être qu'en Alsace, en réaction contre la région Grand Est, les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ont fusionné dans une nouvelle collectivité qui s'appelle la collectivité européenne d'Alsace. Donc l'Alsace est recréée contre le Grand Est, mais avec les compétences des départements. À Paris et en région parisienne, personne ne le sait, mais c'est une des grandes originalités récentes. Ils auraient pu s'appeler collectivité française, parce qu'à force d'aller fumer, ils vont être cocus avec Bruxelles, il faut arrêter. Mais ce n'était pas par rapport à Bruxelles, c'était par rapport à l'histoire vis-à-vis de l'Allemagne, mais bien évidemment, mais moi je les comprends. Mais voilà, mais ça rejoint votre idée de renforcer les départements. C'est au département, c'est une collectivité qui est, vous savez pourquoi on les a créés, il fallait être à 24 heures, absolument, d'y aller à cheval. À cheval. Et donc, moi-même, pour aller maintenant en préfecture, si j'ai des problèmes et que je peux avoir une conversation avec le préfet, son représentant, le secrétaire général, etc., eh bien, je mets à peine 1 heure. Bon, alors il faut arrêter. Alors que la région parisienne, c'est un monstre. Bien sûr. Pour la présidente d'aller d'un coin à l'autre, elle va y passer la journée. Et puis, c'est plus grave que ça. Parce que l'absence d'aménagement du territoire fait que les gens viennent à Paris et ensuite il y a des problèmes de logement, alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il existe des logements vacants en province et qu'il est plus facile d'y établir des entreprises que de ramener tout le monde en région parisienne où on ne va plus pouvoir circuler. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un dernier point que vous vouliez aborder, monsieur le maire ? Oui, moi je vais vous dire une chose. Je crois que aussi, dans cette situation actuelle, il faut savoir se battre. Et donc le maire doit être un homme déterminé. C'est pas grave de dire, pardon, je vais être brutal, merde à un ministre, merde à un président de la République, parce que je l'ai fait au niveau national. Alors je ne demande pas auquel, c'est pas la peine de le dire. Non, mais je l'ai. Mais c'est vrai, il faut savoir dire non. Il faut savoir dire non. Bien sûr. Et il faut savoir défendre non seulement ses convictions en cohérence. Il n'y a pas pire chose. Pourquoi les Français sont aujourd'hui remontés un peu contre les politiques? Parce qu'ils ont assisté à des girouettes. Bien sûr. Aujourd'hui, malheureusement, on a des politiques qui changent de camp, qui font des sauts périlleux et du trapèze en permanence. Non. Je vais vous dire une chose, je vais vous raconter une chose. Il y a un Premier ministre que je n'aimerais pas qui m'a dit « Jacques, je viens te voir parce que tu n'as jamais changé de position sur la construction européenne. » J'ai dit « Bien sûr, vous avez créé une usine à gaz. » Et donc, le problème, il est là. Quand on fait une analyse, eh bien, on la porte et on agit en cohérence. Et ça, c'est quelque chose auquel j'adhère profondément et ça vous donne une force, justement, pour pouvoir mener une politique. La cohérence, c'est la première qualité d'un politique. La cohérence, mais ce que je retiendrai de cette interview, au-delà des enjeux de compétences des maires et leur relation avec les préfets, une idée quand même importante que vous avez dite, je trouve, c'est de renforcer peut-être les préfectures. Parce que finalement, elles sont paradoxalement très affaiblies, alors qu'elles devraient être extrêmement disponibles pour les nombreuses communes et collectivités avec lesquelles elles discutent. Et je pense que c'est une idée dont on ne parle jamais. Renforcement des préfectures, je pense que c'est une idée très importante. Décentralisation et déconcentration. Tout à fait. Et rétablir ce couple. Voilà. Mais ceci dit, ce que je retiens surtout de votre interview, c'est, à l'instar de ce que vous dites avoir fait, les candidats à l'élection présidentielle ont fait beaucoup de promesses, comme toujours dans les campagnes électorales. Donc ils ont beaucoup dit oui, 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 oui. Je pense que le ou la prochaine présidente de la République devra souvent savoir dire non. Je pense, c'est évident. Si on veut que la France soit bien gouvernée. Monsieur le maire, je vous remercie et on vous retrouve dans Opinion Internationale. Merci et merci à Opinion Internationale, merci. Un média incontournable. Et surtout indépendant. Bravo. C'est une valeur qui est une valeur en hausse de nos jours. C'est le dernier point. Un politique, il doit penser par lui-même. C'est vrai. Il doit exister par lui-même.
et il doit s'inscrire dans ce que j'appelle une cohérence et une continuité. Merci. Merci.